Un mémorandum qui présente la situation sanitaire des blessés de l'insurrection populaire de 2014. Ce document est désormais entre les mains du ministre en charge de la réconciliation nationale que recherche l'association des blessés de l'insurrection. En allant remettre ce mémorandum à Zéphirine Sabré, la réponse est à suivre dans quelques instants. Dans ce journal et en prélude à la Journée internationale des droits de la femme, nous irons à la rencontre de deux jeunes filles qui ont choisi de se lancer dans le génie civil. C'est un domaine qui est longtemps resté l'apanage des hommes, mais Ghislaine et Nadège font partie de ces femmes déterminées à faire évoluer les mentalités. Vous les verrez à l'œuvre dans une quinzaine de minutes. Actualité dans le milieu du sport burkinabé, Jonathan Pitroapa rapproche les crampons après 16 ans de carrière. Le joueur burkinabé annonce la fin de sa carrière internationale. Occasion pour nous de revenir dans ce journal sur le parcours de l'étalon, finaliste et meilleur joueur de la CAN 2013. L'actualité à l'étranger nous conduira en France où Nicolas Sarkozy est déclaré coupable de corruption et de trafic d'influence. L'ancien président français est condamné à 3 ans de prison, dont 2 ans avec sursis. Détail à suivre dans les derniers instants de cette édition. Bonsoir, merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal au palais de Kossiam où l'on a parlé ce matin de la candidature du Sénégal à la présidence de la CAFA. Sur le sujet, le pays de la Teranga sollicite le soutien du Burkina Faso. Une délégation sénégalaise est venue porter le message de Macky Sall à son homologue burkinabé, Salifou Belem et Sekou Zongo. C'est une délégation sénégalaise porteuse des messages du président Macky Sall à son homologue Roch-Marc Christian Kaboré. Composée de 5 membres dont le ministre des Sports, la délégation présente au président du Faso la candidature du Sénégal à la tête de la Confédération africaine de football CAF et sollicite le soutien du Burkina Faso. Nous avons un candidat qui s'appelle Maître Augustin Senghor, mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, au-delà de sa personne, au-delà de la candidature sénégalaise, nous travaillons pour qu'il y ait un consensus, qu'effectivement toutes les énergies puissent être mises ensemble et c'est comme ça qu'on pourra effectivement développer le football africain. Donc ce n'est pas une question personnelle, c'est le rôle du Sénégal, c'est le rôle du Faso. Nous tous, nous sommes ensemble et nous devons effectivement travailler pour que l'Afrique reste unie en toutes circonstances, parce qu'une élection, ça passe, mais le travail continue. Travailler pour un consensus du football africain, c'est aussi le vœu des autorités burkinabées qui entendent jouer leur partition. L'élection du nouveau président de la Confédération africaine de football CAF est prévue le 12 mars prochain. En dehors de la candidature sénégalaise à la tête de la CAF, il est aussi question d'un partenariat sud-sud entre les deux pays dans le domaine des sports. Dans l'actualité ce soir, le ministre d'État Zéphirine Sabré détient désormais le mémorandum qui contient la situation sanitaire des blessés de l'insurrection de 2014. Ce document lui a été remis ce matin par des représentants de l'association des blessés de l'insurrection populaire de 2014. La délégation demande l'intervention du ministre en charge de la réconciliation nationale pour l'obtention de soins sanitaires de qualité. Roger Kam et Maxime Zongo. Pour avoir été en première ligne lors de l'insurrection populaire de 2014 qui a vu la chute du régime Compaoré, ils sont nombreux à garder des séquelles. Réunis en association, ces blessés de l'insurrection populaire ont rédigé un mémorandum faisant état de leur situation. Et c'est ce document qu'ils sont allés remettre au ministre en charge de la réconciliation nationale. Ce mémorandum passe par 2 points. Et l'essentiel, c'est les questions de santé liées aux blessés de l'insurrection, à savoir une carte qui permettra aux blessés de pouvoir avoir un suivi en ce qui concerne leur mal qu'ils ont, donc les blessures liées à l'insurrection. Santé, justice, réconciliation, voilà résumé le contenu de ce mémorandum. Le souhait que l'on discute franchement de leurs préoccupations et que des solutions soient trouvées afin d'apaiser les cœurs. Pour le processus de la réconciliation nationale, ils sont disposés à y contribuer fortement. S'agissant de l'état des lieux, ils sont 9 à être évacués à l'étranger pour des soins. Nombreux vivent toujours dans des situations difficiles suite à leurs blessures.
Sur le terrain, le ministre d'État, ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, poursuit sa série de rencontres avec des leaders d'opinion. Ce week-end, Zéphirin Diabré était à Bobo-Dioulasso pour des échanges avec des responsables religieux et coutumiers. L'objectif reste le même, à savoir demander leur implication pour la réussite de la mission confiée à son département. Le point avec Kassoumi Logo et Karim Sissi. Mener la mission de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale à bon port, c'est le vœu cher à Zéphirin Diabré depuis sa nomination au gouvernement. Et puis parvenir, il s'abreuve ici, à Bobo-Dioulasso, à la source de la connaissance de Monseigneur Anselme Titiama Sanou. Celui-là même qui, à un moment donné de l'histoire du pays, a eu à tracer les sillons de la réconciliation nationale. C'est un homme de religion dont les conseils et les bénédictions sont toujours utiles à quiconque entreprend une œuvre. Et cela s'ajoutant, notamment par donc, le rôle qu'il a joué et que j'ai dit tantôt, qui nous avait conduit en son temps donc, à la journée du pardon, j'ai jugé opportun de venir le saluer, lui rendre hommage pour l'œuvre de pionnier dont il est l'auteur, et lui expliquer que le travail que je suis en train de conduire, bien entendu, ne peut que s'inscrire dans la filiation de ce que lui et son équipe, le Collège des Sages, en leur temps, ont fait. De là, Zéphirin Diabré se retrouve chez le chef de canton de Bobo. Le visiteur du jour explique le sens de sa mission et recueille de la chefferie ses avis et conseils afin de réussir sa mission. Nous sommes dans une dynamique de vouloir recueillir pas très longtemps, dans le cadre de concertation régionale, mais qu'il faut organiser sérieusement, l'ensemble des avis et des opinions des gens sur les problèmes qui appellent à la réconciliation et aussi sur les solutions. Mais nous le faisons pendant que les instruments qui ont été mis en place depuis la transition aussi fonctionnent et continuent à travailler. Partout où Zéphirin Diabré est passé à Bobo-Dioulasso, les hôtes ont marqué leur satisfaction et leur engagement ferme à accompagner le processus de la réconciliation entamé pour le bonheur des populations et le développement du Burkina. C'est pas facile, il faut de la vision, il faut aussi du courage à certains moments. Et également, je les remercie d'être comme l'éléphant qui est venu et sur lequel on a voulu mettre la petite fourmi que je suis. Le problème de nos frères même qui ont pris les armes contre leurs frères, en plus il y a les problèmes de chefferie, en plus il y a les problèmes de terre, les problèmes fonciers qui est là, il y a tellement de problèmes. Donc on s'est dit la réconciliation, Sa Majesté s'est dit la réconciliation était vraiment nécessaire et c'est par là qu'il fallait commencer pour pouvoir bien gouverner ce pays. C'est une note de satisfaction que le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale prend congé de ses hôtes. Les avis et conseils donnés ça et là pourront servir de feuille de route pour un nouveau pacte entre les Burkinabés. Dans l'actualité également, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui menaient des activités diverses sur le site d'or artisanal de Djikando dans le sud-ouest. Après environ un mois de fermeture pour cause de violence, le gouverneur de la région annonce la réouverture du site concerné. A précisé que les différents acteurs sur le site devront se conformer à une convention signée entre les différentes parties le 27 février dernier. On en sait plus avec Elvis Tuna et Christophe Da. Tour à tour, des acteurs du processus de sortie de crise de Djikando signent le protocole d'accord pour la réouverture de son site d'or. 8 entités ont paraphé ce document. Elles représentent les populations de Djikando, l'administration publique et les exploitants miniers, entre autres. Nous sommes donc à une étape très importante de la gestion de cette crise avec la signature effective de ce protocole qui, il s'y est de le rappeler, est consensuel. Toutes les parties ont accepté les termes contenus dans ce protocole. Le protocole compte 23 articles. Ils prennent en compte des aspects comme la redistribution des retombées financières du site ou la vente de l'or. Le site connaîtra également une réorganisation en 3 zones distinctes, l'exploitation, le traitement et l'habitation. Cette réorganisation est d'ailleurs le préalable avant un arrêté du gouverneur pour la levée de la mesure de fermeture du site d'or. Nous allons nous déployer dès cet après-midi sur le site de Djikando avec les propriétaires terriens pour qu'ils puissent nous identifier les espaces où on pourrait installer
donc l'aire de traitement. Si cet espace est validé, à ce moment-là, on va demander à ce que tous les artisans miniers qui ont des hangars de traitement ou des machines sur le site, donc de déplacer ces hangars-là vers ce nouveau site. Un comité de suivi a aussi été mis en place pour veiller au respect des termes du protocole. Il compte 14 membres et 4 observateurs. Pour mémoire, le site de Djikando est fermé depuis le 1er février dernier suite à des affrontements qui ont fait 9 morts. Depuis, un comité ad hoc de sortie de crise a été mis en place, dirigé par le président du conseil régional du Sud-Ouest. Dans le but d'assurer avec plus de célérité l'appurement du lourd passif à des comptes publics, la Cour des comptes opte pour une nouvelle stratégie. Il s'agit du processus de jugement accéléré des comptes de gestion dont le lancement est intervenu ce 1er mars à Ouagadougou. Avant son démarrage effectif, les acteurs chargés d'organiser ces jugements accélérés renforcent leur capacité au cours d'une session. Salifou Belem Abdelaziz Yagibou. La Cour des comptes du Burkina se donne les moyens qu'il faut pour être à jour du contrôle juridictionnel des comptes publics. En ligne de mire, 285 comptes de l'État, des établissements publics de l'État et des collectivités territoriales devraient être apurés avec diligence. Et pour être à la hauteur de ce défi, les animateurs de la dite Cour enclenchent un processus de jugement accéléré de ces comptes gérés par des comptables publics. Il s'agit de comptes, comme on l'a dit, il y en a qui remontent aux années 63. Bien sûr, on en a éliminé certains à l'opération d'appurement administratif, mais il en reste encore beaucoup. Il s'agit non seulement de juger les fautes, les comptes, mais de détecter aussi les fautes de gestion et les sanctionner. Alors que les sanctions doivent être prononcées, ici nous sommes encore dans les délais. Alors que si les délais de prescription sont passés, on ne peut même plus sanctionner. Le lancement officiel du jugement accéléré des comptes publics ouvre la voie à une session d'amélioration des performances des acteurs qui seront déployés. Grâce à l'éclairage apporté par des experts formateurs, ils sont appelés à s'approprier les mécanismes pour aller vite et bien dans ce processus d'appurement des comptes publics. Ce qui est plus important, c'est que ça nous permet, nous, au niveau du ministère des Finances, de prendre les mesures correctives avec, bien sûr, les comptables principaux pour que, justement, apporter des corrections et faire en sorte que les points de contrôle que nous allons mettre en place puissent éviter, justement, à l'État une érosion de ses finances publiques. Dans cette quête d'évacuation du lourd passif des comptes publics, la Cour des comptes bénéficie de l'accompagnement financier de l'Union européenne. C'est un projet qui a commencé, ça fait une année, et pour améliorer justement ces retards. Donc nous sommes très satisfaits parce qu'il y a effectivement des travaux à faire, des rattrapages. Le jugement des comptes des comptables publics avec à la clé une sanction des fautes de gestion constitue une mission classique assignée à la Cour des comptes par la loi. Autre point de l'actualité, à l'occasion de la commémoration de la journée du 8 mars, à partir de ce lundi, nous faisons des zooms sur les femmes et leur secteur d'activité. Ce soir, nous allons à la rencontre de 2 jeunes filles qui ont choisi d'évoluer dans le génie civil, un domaine resté longtemps l'apanage des hommes. Ghislaine et Nadège sont à leur début et elles s'appliquent bien dans la construction et les travaux publics. Nous les voyons à l'œuvre dans ce dossier signé Amadou Ilboudo et Aimé Solange Guigma. Mélanger le mortier, coffrer, couler le béton, ferrailler, creuser dans le but de construire un mur. Bienvenue aux travaux pratiques des élèves en génie civil. Le génie civil représente l'ensemble des techniques de construction civile, un domaine qui attire de plus en plus la gente féminine. C'est la passion. J'aime construire. Surtout quand je vois les habitations, je suis trop passionnée. Et c'est ainsi que j'ai décidé de rentrer en génie civil pour réaliser cette rêve. Vous ne trouvez pas que c'est un peu difficile? Non. Dans tout travail, il y a des difficultés. Donc il faut savoir seulement prendre la chose et puis... Cette bande de génie civil est vraiment très intéressante. On trouve ça vraiment cool avec les filles. Et puis on travaille dur aussi. Aussi, ça fait partie de ce métier aussi. Donc vraiment, on est très content de participer à cela. Le génie civil est constitué d'activités qui recommandent beaucoup d'endurance, mais les filles n'en démordent pas. Question d'innover et de se sentir utile. Au moins, on se sent important aussi là-bas. Parce que bon, les gens sont tendance à dire que les filles sont faibles. On veut leur prouver le contraire, quoi. Que nous aussi, on est capable de construire comme eux.
C'est pas aussi compliqué comme vous le pensez. Il faut juste rentrer dans le métier et puis vous allez voir que c'est facile comme tous les autres métiers. Je ne trouve pas ça difficile au fait. Si tu as choisi cette branche, ça veut dire que tu peux le faire au fait. Donc, même si c'est creusé, on peut le faire. Ça ne veut pas dire que nous les filles, on ne peut pas le faire. On peut le faire exactement et bien aussi. Donc vraiment les filles, du courage. C'est pas facile, on sait que c'est pas facile, mais on peut le faire. Si on a choisi cela, là, ça veut dire qu'on peut le faire exactement et correctement. Exécuter correctement les activités du génie civil, elles peuvent le faire et cela avec l'appui et les conseils des encadreurs qui croient en elles. C'est un travail physique dur, mais les filles peuvent arriver. C'est une volonté, c'est un engagement et s'ils s'y mettent, elles peuvent y arriver. Ça, je les tiens dans 3-4 matières, mais ça va, en classe il n'y a pas de problème. C'est pour dire que si une fille s'engage en enseignement technique, elle doit vraiment se battre au même niveau que les garçons. Ce n'est pas parce que c'est l'enseignement technique où on va lui faire des cadeaux. Non, elle doit pouvoir soulever une brique comme un garçon. Elle doit pouvoir pousser une brouette. Voilà. Bon, on sait que physiquement la femme est un peu plus faible que le garçon, mais si elle a la volonté, on peut y arriver. Cette tendance de l'autre moitié du ciel à s'orienter vers cette filière de formation est très bien appréciée par le premier responsable du département. Ces élèves de fin de cycle sont là, donc pour ce travail-là, qui est en même temps, comme j'ai dit, une évaluation en cours d'apprentissage. Et vous voyez, ils sont motivés. Ce qui m'a encore séduit, c'est que c'est le nombre de filles qui adhèrent de plus en plus à ce projet. Il y a de plus en plus de filles qui viennent. Et puis quand je leur ai posé la question, elles sont motivées. Toutes en année de BEP, elles seront capables au terme de la formation en tant qu'ingénieurs en génie civil de concevoir, de réaliser et de réhabiliter des ouvrages de construction et d'infrastructure dont elles assurent la gestion afin de répondre aux besoins de la société tout en assurant la sécurité du public et la protection de l'environnement. Voyons à présent ces femmes qui, elles, s'intéressent à la vente de liam local. Cette activité occupe plusieurs femmes à Arbolé, sur l'axe Ouagadougou-Yako. Mais liam local dont il est question ici est produit à Dourou dans le Pastoré. Aujourd'hui, son coût a été multiplié par 10. Explication dans ce reportage de non moins de Constantin Ouedraogo et Alioudou Alain Savadougou. Sarata passe toutes ces journées-là aux abords de la route nationale numéro 2 à Arbolé. Des journées entières à attendre des clients pour vendre des liams locales, ces tubercules appelés yuya en langue morée. Nous faisons ce commerce pour subvenir aux besoins de nos familles, pour la scolarisation de nos enfants, leur nourriture et leur santé. Nous arrivons à assurer. Des jeunes filles en vendent et en font même une activité intermédiaire. Karikia, une nouvelle bachelière, inscrite en anthropologie à l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso, fait le commerce de liam local en attendant la rentrée académique. Moi, je suis sorti pour vendre les liams locales. Il y a un peu de sous. Ça peut m'aider à payer mes habillements et puis aller depuis à l'université. Catherine est l'une des pionnières de la vente de liam local. Elle totalise aujourd'hui 25 ans dans ce commerce. Son revenu annuel est d'environ 250 000 francs CFA, foi de la dame. Nos clients sont les voyageurs, ceux qui viennent de Ouara, Waïguia, Yako. C'est vraiment bénéfique. Durant cette période, chacune peut écouler 30 charrettes d'igname local. La culture de cette tubercule fait également des choux gras dans la province du Passoré. Ici, dans le village de Dourou, la production de liam local est l'activité principale en ces temps de contre-saison. Nous avons hérité ce travail de nos ancêtres. J'ai plus de 40 ans dans la production de l'igname local. C'est un travail qui demande beaucoup de patience et de moyens. Nous gagnons dans cette production. À l'époque de nos grands-parents, ils produisaient et transportaient dans d'autres villages pour écouler.
de nos jours, les clients nous rejoignent ici. Le tas de 200 francs avant coûte 2000 francs CFA actuellement. La transformation reste un maillon manquant de la chaîne pour faire de l'IAM local une filière porteuse pour les producteurs du Passoré. La campagne de Yunya dure 9 mois. Par exemple, pour être au rendez-vous de la récolte 2021, les producteurs commencent la mise en terre des tubercules en décembre 2020. On l'a souvent évoqué, un nouveau référentiel de développement est en cours d'élaboration au Burkina Faso. Il s'agit du RND, le référentiel national de développement, qui doit couvrir la période 2021-2025. Dans ce document, le volet environnement est pris en compte et l'équipe chargée de sa rédaction s'est retirée à Koubri pour un atelier en vue de s'approprier les rudiments nécessaires. Issa Kafando est bienvenu dans ça. Pour un nouveau référentiel national de développement qui prend en compte les questions environnementales, ces membres de l'équipe de rédaction renforcent leur capacité à couvrir. Il s'agit de travailler à mettre en adéquation développement socio-économique et protection de l'environnement. Nous allons voir les actions à mettre en œuvre sur le plan environnemental. C'est de réfléchir donc à l'utilisation des ressources naturelles, les ressources environnementales, donc de façon rationnelle, de façon à réduire au maximum les pressions qui sont exercées sur ces ressources naturelles, tout en favorisant donc le développement socio-économique de notre pays. La réussite de cet exercice repose sur la collaboration entre le secrétariat technique du prochain référentiel national de développement et l'Institut mondial pour la croissance verte. C'est analyser un peu les forces et les faiblesses du PNDS. Cette analyse est sous l'angle de la prise en compte de l'environnement, le développement durable et les questions de croissance verte, et surtout faire des propositions en termes d'action et d'indicateurs qui devaient être prises en compte dans le nouveau référentiel national de développement. Les travaux se mènent sur 5 jours et les recommandations seront transmises au secrétariat technique pour l'élaboration du prochain référentiel national de développement censé couvrir la période 2021-2025. Nous restons avec les acteurs du ministère en charge de l'environnement qui œuvrent également pour une gestion durable des ressources forestières et fauniques. Sur le sujet, le comité de revue du programme 086 a tenu une session vendredi dernier pour adopter les rapports d'activité des différents projets et programmes. Il s'agissait aussi pour ce comité de valider les plans de travail et le budget au titre de l'année 2021. L'ouverture des travaux avec Sanoua Christine Koulibaly. C'est une rencontre statutaire pour examiner les plans annuels d'activité des projets et programmes rattachés au programme 086, gestion durable des ressources forestières et fauniques. Principale interrogation, les activités dans leur diversité ont-elles véritablement contribué à l'atteinte de l'un des principaux objectifs du ministère, celui d'inverser la tendance de la dégradation de l'environnement? Nous sommes dans un contexte de changement climatique et de dégradation des ressources naturelles. Et notre préoccupation aujourd'hui, c'est que un franc qui rentre dans nos activités puisse contribuer quelque part à effectivement atteindre ces objectifs. Donc c'est de s'assurer que les activités qui sont programmées concourent effectivement à l'atteinte des objectifs du ministère. Pour l'avenir, un accent sera mis sur les insuffisances des activités antérieures. C'est essentiellement les questions de suivi et évaluation, des questions de renforcement des capacités, mais également la mise en œuvre de programmes d'investissement au niveau de la commune de Bourzanga. Le programme 086, c'est 4 projets et programmes avec le même objectif, la gestion durable des ressources, tout en minimisant l'impact négatif des interactions entre l'homme, la forêt, la faune et les écosystèmes. Il y a quelques jours, nous vous faisions cas de l'apparition de la maladie de charbon bactéricien dans la commune de Guéguéré, dans la province du Yoba, région du Sud-Ouest. En réaction à cette situation, le ministère en charge des ressources animales outille les acteurs chargés de la gestion des foyers de charbon bactéricien. L'atelier d'information et de sensibilisation s'est déroulé le 25 février dernier à Danou. Le compte rendu de Romuald Patrice Toé et Issaka Zabri.
Le charbon bactéridien est une maladie qui affecte de nombreuses espèces de mammifères, y compris l'homme. La contamination chez l'homme se fait par consommation de viande d'animaux infectés, entre autres. Cette maladie a déjà fait 2 morts dans la commune de Guéguéré, province du Yoba. Le ministère en charge des ressources animales, appuyé par l'UEMOA, a donc initié cet atelier d'information et de sensibilisation au profit des acteurs impliqués dans la gestion des foyers du charbon bactéridien au sud-ouest. C'est une maladie qui est endémique, c'est un problème de santé publique et il était en tout cas indiqué pour nous de se déplacer pour venir encourager les différents acteurs et voir quelles sont en tout cas les stratégies et les mesures à prendre pour pouvoir continuer de telles maladies. Pour le moment, la situation est maîtrisée dans cette partie du pays. Foi du ministre Yerbanga, son département a mis en place tout le dispositif nécessaire selon lui pour prévenir d'autres cas. La situation est maîtrisée parce que depuis le 2 février, date des derniers cas notifiés, nous n'avons pas en tout cas reçu à ce jour de la part de nos services techniques locaux de nouveaux cas. Et mieux, je l'ai dit tantôt, des prélèvements ont été effectués sur des sujets sains, voilà, cheptels qui n'ont touché, pour pouvoir évaluer l'impact de la transmission de cette maladie, mais ces prélèvements sont révélés négatifs. La maladie du charbon bactéridien a une présence remarquée dans les régions du sud-ouest du Sahel, des hauts bassins du centre-nord et du nord. Les responsables du projet de contrôle du charbon bactéridien au Burkina Faso invitent donc les populations de ces différentes régions à beaucoup plus de vigilance et à éviter la consommation de viande d'animaux d'origine douteuse. Ici à Ouagadougou, la commune rend hommage à François Bouddha, un ancien chef coutumier de Manga, sous le nom de Naba Baogo. C'est un hommage à travers une rue qui porte désormais son nom au quartier Koulouba. En plus de son statut de chef coutumier, il a occupé d'importantes fonctions sur le plan politique au Burkina Faso. Le parcours de l'homme a été présenté hier dimanche lors du baptême de la rue portant son nom. Urbe Benito Somé et Maïmouna Traori. La rue 331, 6 au quartier Koulouba de Ouagadougou, porte désormais le nom de François Bouddha. La commune de Ouagadougou rend ainsi hommage à l'ancien chef de Manga, connu sous le nom de Naba Baogo. L'homme dont la mémoire est honorée aujourd'hui a occupé des postes administratifs importants au Burkina Faso, au Niger et au Sénégal. Homme politique, il a servi son pays à de nombreux postes entre 1946 et 1980. Commandant de cercle, député, conseiller territorial et 5 fois ministre. L'histoire retient que Feu François Bouddha a été le signataire des instruments de la ratification de l'indépendance de la Haute-Volta. C'est notre manière de rendre hommage à ce grand homme qui n'est plus aujourd'hui et de l'immortaliser pour que l'histoire puisse porter ce qu'il a fait et qu'on puisse se reconnaître, qu'il puisse servir de modèle aux générations montantes. L'arrêté de baptême est remis à son épouse et c'est toute la famille qui se voit honorée à travers l'affectation du nom de François Bouddha à une rue. Donc ça nous va vraiment droit au cœur que la commune ait voulu se souvenir de lui et surtout immortaliser sa présence en fait, au sein du quartier où il a été vraiment connu, au-delà même du pays, il a été aussi un père pour tout le quartier. Nous sommes vraiment très contents de cette inauguration. Né en 1916 à Manga, l'homme qui a conduit la délégation de la Haute-Volta à Niamey pour l'établissement des accords franco-voltaïques a résidé au quartier Koulouba. Il est décédé en 1991. Actualité dans le milieu sportif à Burkinabé, nous nous intéressons ce soir à cette annonce de Jonathan Pitroapa qui met un terme à sa carrière internationale. Cette décision intervient après 16 ans de carrière. Paris FC sera donc le dernier club pour Jonathan Pitroapa, dont le parcours sportif est retracé pour vous par Mariam Ouattara. Toute bonne chose a une fin, et je ne fais pas exception. Je voudrais ici, par ce message, annoncer à tous mes fans que pour des raisons personnelles, j'ai décidé de mettre fin à ma carrière professionnelle. C'est avec beaucoup de réflexion et d'émotion que je vous l'annonce. Ces mots signent l'épilogue de la carrière footballistique de Jonathan Pitroapa. Après 16 années passées sur les pelouses, les Pitres raccrochent donc les crampons.
Formé à Planète Champion, Jonathan Pitroapa était sans club depuis le 26 janvier 2021, date à laquelle il résilie son contrat avec son dernier club, le Paris FC. Mais ça, c'est la fin de l'histoire. Tout commence à Ouagadougou, ville natale de Jonathan Pitroapa. Il tape dans le ballon dans les rues, mais aussi à l'école. Cependant, l'amour de Jonathan pour le ballon rond n'a d'égal que celui qu'il voue à la tenue militaire. Après avoir raté son examen d'entrée à l'armée, Pitroapa rejoint Planète Champion International. L'Europe, c'est en 2004 que le jeune Jonathan la découvre. Après avoir passé un test à Auxerre où il est jugé trop maigre, c'est finalement en Allemagne qu'il signe son premier contrat, à Fribourg. Il y retrouve son ancien coéquipier Wilfried Sanou qui l'aide à s'intégrer. Les débuts sont malgré tout difficiles. Pitroapa ne fera que 4 apparitions à la première saison. C'est seulement à la saison 2006-2007 qu'il gagne sa place de titulaire indiscutable. Jonathan Pitroapa fera 4 ans à Fribourg. C'est en 2006 que Pitroapa porte pour la première fois le maillot du Burkina Faso et c'était face au Nigeria. En 2008, Pitroapa rejoint Hambourg en Bundesliga. Avec Hambourg, les Talons atteignent 2 fois les demi-finales de la Ligue Europa. Mais sa meilleure saison avec ce club reste la dernière où il marque 2 buts et délivre 7 passes décisives. À 25 ans, le Burkinabé découvre un nouveau championnat, la Ligue 1, avec le Stade Rennais. La carrière de l'Étalon vient d'amorcer un nouveau virage. Nous sommes en 2011. Pitroapa ne le sait pas encore, mais c'est en France que sa carrière va faire un bond prodigieux puisqu'il va atteindre la finale de la Coupe de la Ligue, mais pas que. Dès la première saison, il délivre 8 passes décisives et marque 10 buts. Sa vivacité et ses dribbles font des merveilles en Ligue 1. Pitroapa devient l'un des meilleurs cadres des Étalons. En 2013, la clique Pitroapa, Charles Kaboré, Bakary Koné, Aristide Bansé, pour ne citer que, réalise l'exploit en amenant pour la première fois de l'histoire du Burkina la sélection nationale en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Burkina perd la finale face au Nigeria, mais Jonathan se console avec le titre de meilleur joueur du tournoi. 1 an et demi plus tard, coup de tonnerre. À la surprise générale, Jonathan Pitroapa rejoint les Émirats Arabes Unis où il s'engage avec Al Jazeera Club, un choix que le joueur qualifie de financier. L'excursion émiratie va durer 3 ans entre Al Jazeera et Al Nassr. En 2018, Pitt revient sur le vieux continent, précisément en Belgique, au Royal Antwerp, où il signe pour 6 mois avant de rejoindre Paris FC en Ligue 2 française. Nous sommes en août 2018. Avec la sélection nationale, la dernière sortie de Pitt remonte au 17 novembre 2019 face au Soudan du Sud. Le Feu Follet avait délivré 2 passes décisives pour le doublé d'Aristide Bansé. À presque 35 ans, Jonathan Pitroapa fait 76 matchs avec les Étalons pour 19 buts. En club, le Burkinabé totalise 381 sorties et 59 buts marqués. Ce vendredi 26 février, les rideaux sont donc tombés sur la carrière footballistique de celui que tous appellent affectueusement le Pitt. Lentement mais sûrement, c'est une page du football burkinabé qui se tourne. À l'étranger, l'actualité en France, c'est la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite des écoutes. L'ancien président français reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence écope de 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Le verdict a été prononcé ce 1er mars par le tribunal correctionnel de Paris. C'est une onde de choc. En France, Nicolas Sarkozy est condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme. L'ancien président a été reconnu coupable de corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Le tribunal correctionnel de Paris a suivi les réquisitions du parquet national financier en prononçant de la prison ferme. Il estime qu'un pacte de corruption a bien été conclu entre l'ex-président, son avocat historique Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert, eux aussi condamnés à 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Nicolas Sarkozy devient ainsi le 2e ancien président français condamné sous la Ve République après Jacques Chirac. Et le marathon judiciaire n'est pas terminé. L'ancien chef de l'État affronte à partir du 17 mars un 2e procès dans l'affaire Big Malion portant sur les frais de sa campagne présidentielle en 2012. Retiré de la vie politique depuis 2016 mais toujours très populaire à droite et 1 an avant le prochain scrutin présidentiel, Nicolas Sarkozy voit ses chances de revenir sur le devant de la scène bien compromise.
Voilà, c'est la fin de ce journal, l'unique édition de cette soirée sur nos antennes. À suivre dans quelques instants, Intégral Foot dans une présentation de Jérôme Alcindre Bego. Merci de votre fidélité à la RTV.